Imaginez ceci. Vous êtes en train de flotter dans les airs à une altitude de 900 mètres. Effrayant, non? Mais maintenant, imaginez que cette altitude reste la même, mais que vous vous trouviez à l'intérieur du grand tube métallique d'un avion. Votre vol est particulièrement long, et après avoir bu 6 verres d'eau, vous ressentez le besoin pressant d'aller aux toilettes. Ah, mais en vous y rendant, vous vous retrouvez face à une file d'attente interminable. C'est alors qu'une étrange idée vous vient à l'esprit. Chaque personne devant vous va probablement tirer la chasse après avoir utilisé les toilettes. Mais vous vous demandez, comment un avion peut-il contenir autant d'eau? Et que deviennent tous ces déchets? Vous espérez bien sûr qu'on ne les largue pas en plein vol, pour atterrir sur les villes en contrebas, éclaboussant tout sur leur passage. Cette pensée vous fait froid dans le dos. Heureusement, un pilote a levé le voile sur ce mystère. Tous les déchets passent comme par une plomberie spéciale située à l'arrière de l'appareil, où ils sont stockés dans des compartiments étanches. Une fois arrivés à destination, l'équipe au sol se charge de les évacuer. Pendant un vol long courrier, la chasse peut être tirée plus de 1000 fois, emmagasinant jusqu'à 1200 litres de déchets. Maintenant, parlons de cette eau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y avait pas d'eau dans la cuvette des toilettes de l'avion? C'est parce que vous utilisez en réalité des toilettes à aspiration. Contrairement au cabinet que vous avez à la maison, la cuvette n'est pas remplie d'eau. Lorsque vous tirez la chasse de vos toilettes, un siphon vide la cuvette et la gravité achemine ensuite l'eau plus loin dans le système d'évacuation. Mais cette approche ne fonctionnerait pas dans un avion en mouvement, car l'eau giclerait partout pendant le vol, en particulier dans une région de forte turbulence. Et si la cuvette des toilettes n'est pas remplie d'eau, vous ne pouvez pas utiliser la gravité ou le siphon pour la vider. Au lieu de cela, lorsque vous tirez la chasse, une vanne s'ouvre dans les canalisations, et le vide aspire les déchets hors de la cuvette dans un réservoir spécial. Comme l'aspiration fait tout le travail, il n'y a presque pas besoin d'eau, ou plutôt de ce liquide désinfectant bleu vif utilisé dans les avions. C'est pourquoi un tel système ne nécessite que 2 litres de liquide, voire moins, pour une seule évacuation. En comparaison, des toilettes économes en eau ont besoin de 6 litres, et des toilettes ordinaires en nécessitent 20. D'accord. Nous avons compris comment les avions s'accommodaient de tous les déchets qui s'accumulent pendant le vol. Mais imaginons une autre situation. Un pare-brise de cockpit fissuré. Généralement, ceux-ci sont composés de 2 épaisses parois de verre avec une couche de plastique entre elles pour l'isolation. Chacune de ces vitres est conçue pour supporter toute la pression si l'autre venait à céder. Ainsi, même en cas de fissure, l'avion reste en sécurité. Si un tel incident se produit, les pilotes réduisent généralement leur altitude pour diminuer la pression sur le pare-brise et, si nécessaire, ils peuvent changer d'itinéraire. Très bien, maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire s'il y a un serpent dangereux dans le cockpit. Vous pourriez vous dire que j'invente tout cela ou que je l'ai vu dans un film avec Samuel Jackson. Mais il s'agit d'une situation bien réelle. Un pilote sud-africain avait pris les commandes d'un petit avion avec 4 passagers et volait à une altitude de 300 mètres lorsqu'il a remarqué quelque chose qui n'était vraiment pas censé se trouver là. Un cobra qui rampait sous son siège. Pendant un instant, il a simplement fixé le reptile. Puis, ne voulant pas causer de panique à bord, il a très calmement informé ses passagers de la présence du passager clandestin. L'avion a alors dû effectuer un atterrissage d'urgence. Dans ce cas, le pilote a choisi d'être honnête avec ses passagers. Mais parfois, les commandants de bord choisissent de remplacer les mots qui pourraient rendre certaines personnes nerveuses, comme « turbulence » par d'autres expressions beaucoup plus anodines. Si vous voulez être dans le coup, voici quelques indices à prendre en compte. Si un pilote demande à l'équipage de s'asseoir, c'est qu'une route chaoteuse est à venir. Un autre terme à noter est « nous traversons une poche d'air ». Cette fameuse poche d'air est simplement une façon de décrire les vents qui secouent à votre avion dans différentes directions. Mais voici le subterfuge. Le terme « poche d'air » est souvent moins alarmant que celui de « turbulence ». Et puis il y a ce qu'on appelle la zone météorologique. Ce terme désigne généralement une forte pluie ou un orage situé à proximité de l'avion en vol. Ne soyez donc pas surpris si le commandant vous annonce « Nous approchons d'une zone météorologique que nous allons contourner ». Ah, et tant que nous évoquons le langage mystérieux utilisé par les pilotes, voici quelques autres exemples. Vous pourriez entendre le commandant de bord lâcher « George, pilote l'avion ». Et non, il ne fait pas référence à son collègue. C'est ainsi que l'on appelle le système de pilote automatique de l'appareil. George est programmé pour suivre un certain itinéraire en tenant compte des conditions météorologiques, des turbulences et de l'altitude.
Les pilotes enclenchent généralement le pilote automatique une fois qu'ils ont atteint leur altitude de croisière ou après avoir volé pendant plus de 10 heures, moment auquel ils sont tenus de se reposer. Parfois, vous pouvez entendre dire qu'il y a un pilote dans le strapontin. Il n'est pas rare pour un pilote qui n'est pas en service ou un autre membre du personnel de prendre place sur un strapontin lorsqu'il retourne à sa base. Les inspecteurs de l'administration fédérale de l'aviation peuvent également voyager dans des sièges pliables. Certaines compagnies aériennes peuvent même proposer leurs sièges à des pilotes travaillant pour la concurrence. Et si vous vous posiez la question, il n'y a aucun lien entre les strapontins et les cotillons. Si votre premier vol a été retardé et que vous êtes dans une course folle pour attraper votre correspondance, vous êtes ce qu'on appelle un coureur. Vous pourriez entendre les membres de l'équipage ou le personnel au sol dire « Les coureurs sont en route ». Cela signifie que certains passagers se précipitent pour attraper leur vol. Malheureusement, si l'heure de départ est stricte, il peut partir sans attendre les retardataires. Si vous entendez un pilote dire « panne », ce n'est pas de bon augure. Cela indique que des problèmes se profilent. Les pilotes utilisent ce terme lorsqu'ils communiquent avec le contrôle aérien. Cela signifie qu'il y a un souci avec le vol et que l'équipage du cockpit a besoin d'une assistance immédiate. Lorsque d'autres pilotes qui utilisent la même fréquence radio entendent ce signal, ils interrompent toute leur communication et laissent le pilote Pampan transmettre son message. 3, 5, 9er. Non, ce n'est pas un code ultra secret. C'est juste la façon dont les pilotes prononcent certains nombres dans leur anglais de pilote. 3 signifie 3, 5 et 9er est utilisé à la place de 9. Cette prononciation vise à éviter les erreurs de communication radio et la confusion résultant de nombres qui se ressemblent trop. Nous terminons quelques formalités administratives. Si vous entendez le commandant prononcer cette phrase, cela ne signifie pas nécessairement que vous allez être en retard. Finaliser les formalités signifie généralement réviser l'itinéraire de vol, vérifier le poids et l'équilibre de l'avion, ou même attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. L'approche finale signifie quelque chose de légèrement différent pour les pilotes et les stewards. Le personnel de cabine parle de l'approche finale lorsque l'avion s'approche de la dernière partie de la descente. Pour les pilotes, l'approche finale signifie que l'avion est déjà aligné avec la piste et qu'ils n'ont pas besoin d'effectuer de manœuvres ou de virages supplémentaires. Si un pilote fait référence à un vol de convoyage, cela signifie qu'un avion vide, sans passagers ni cargaison à bord, est déplacé d'un endroit à l'autre. Pour l'équipage, c'est un moment de détente. Les vols de convoyage peuvent se produire lorsqu'il y a un problème technique avec un avion de ligne et que les pilotes ont besoin de le ramener à sa base d'origine. Mais même si le vol est complet, l'équipage a toujours la possibilité de se reposer. Certains Boeing sont équipés d'un espace dédié où les hôtesses et les stewards peuvent se détendre pendant leur quart de travail. La porte de ce havre de paix ressemble à n'importe quelle autre porte de placard. Mais une fois ouverte, vous découvrirez un escalier étroit menant à une petite pièce avec 2 lits séparés par des rideaux. Il y a également un espace pour que le personnel puisse pendre son uniforme. Au fait, certains pilotes disent qu'ils n'aiment pas que les passagers applaudissent à l'atterrissage de l'avion. Ils expliquent qu'il n'y a là rien d'extraordinaire puisque c'est juste leur travail. L'un d'eux pose même cette question rhétorique. Applaudissez-vous le facteur lorsque vous recevez votre courrier ? Vous n'êtes pas non plus censé donner de pourboire à vos pilotes, même si vous en mourrez d'envie, parce que beaucoup d'entre eux trouvent ça bizarre. La notion de pourboire est relativement nouvelle dans l'industrie aéronautique. Et, bien que donner un pourboire aux hôtesses de l'air devienne plus courant, donner quelques piécettes aux pilotes est généralement mal perçu.